Alors maintenant, le moment est venu de faire la jonction avec les travaux qui se sont déroulés ce matin. Donc vous voyez que nous sommes partis avec beaucoup d'orientations générales issues du congrès anniversaire des 13 et 14 mars. Nous nous sommes ensuite appuyés sur des propositions d'engagement et des initiatives emblématiques. Nous avons maintenant un regard très large sur la manière dont nous sommes perçus et comment cette évolution de perception se fait au fur et à mesure des années, avec effectivement une présentation de la méthode qui est très éloquente. À partir de là, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même maintenant, en cette année de cinquantenaire, transformer ces orientations en propositions. Et donc nous avons souhaité partir des orientations pour finalement restreindre encore le cahier des charges, et s'y sont prêtés à peu près 70 dirigeants d'établissements ce matin. Et donc les trois questions sur lesquelles nous avons focalisé l'attention de nos dirigeants qui devaient encapsuler l'ensemble de la matière qui leur était remontée, y compris d'ailleurs l'étude qui pour le coup qui vous a été présentée là, qui a été sortie de son embargo pour les membres du bureau et les participants de l'équipe, autour de trois dimensions. Premièrement, quelle place et quelle singularité pour les grandes écoles dans cet enseignement supérieur et recherche en mutation. Donc voilà, comment renouveler demain cette place et cette singularité, comment l'imaginer. Ensuite, un deuxième atelier consistait, face aux transformations auxquelles nous assistons et auxquelles nous devons continuer à répondre avec la même vitalité, quelle coopération des grandes écoles à l'heure de ces transitions, de ces grandes transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, sociétales. Et enfin, puisque nous sommes là pour servir et être utiles aux transformations du monde de l'entreprise dans un esprit de responsabilité, comment imaginer la relation avec l'entreprise demain? Ce sont les trois chantiers sur lesquels nous avons demandé à nos dirigeants de bien vouloir se plonger ce matin. Alors, je vais donner la parole pour la restitution du premier atelier, après avoir remercié l'ensemble de nos collègues d'y avoir participé, à Sophie Commereux, qui va venir me rejoindre. Mais je voudrais en même temps en profiter, le temps que Sophie s'installe, pour saluer Madame Isabelle Roche, la présidente de la commission culture et éducation à l'Assemblée nationale, qui nous fait l'amitié de venir nous saluer aujourd'hui et de participer à ces restitutions, malgré un emploi du temps tout à fait chargé, puisque vous le savez, l'expérimentation, voilà, là aussi il y a de l'agilité, des sessions de questions au gouvernement le mercredi est en cours. Bienvenue Madame la Présidente et merci de l'honneur que vous nous faites de venir assister à nos restitutions. Très bien, ce sont aussi les joies du direct, mais un directeur d'école, c'est tout terrain. Donc Sophie, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va bien. Est-ce que ton atelier s'est bien passé ? Très, très Est-ce bien. que tu es content de la mobilisation des équipes que tu as eues autour de toi ? Bien sûr, bien sûr. Bien. Est-ce que votre atelier a été stratosphérique et a réfléchi de loin et de haut, ou alors a-t-il eu la possibilité d'arriver avec des propositions concrètes ? Alors, nous arrivons avec des propositions concrètes, mais je l'avoue, après la présentation qui vient de nous être faite, il y a un certain nombre de points de nos débats qui font tout à fait écho, et il n'est pas peut-être si facile de reprendre le sujet après ces éléments partagés, mais je pense que nous avons effectivement focalisé sur des points qui correspondent à des éléments chiffrés qui nous ont été présentés à l'instant. Très bien. Alors, à présent, nous devrions avoir la disparition de ce diaporama et le tien qui devrait arriver, qui a été en plus préparé en temps réel par des rapporteurs qui, pour le coup, se sont abstenus de déjeuner. Tout à fait. Et que je remercie. Alors, quelle place ? À toi l'honneur, Sophie. Alors, je vais commencer donc par remercier effectivement Thomas Bossardo qui m'a appuyé dans cette animation, et puis Isabelle Laurenceau qui a pris les notes de façon dense, puisque les débats ont été extrêmement riches, denses. Et donc je vais remercier bien évidemment tous ceux qui ont participé, puisqu'on n'a pas vu passer les 2 heures, un peu plus de 2 heures que nous avons passées ensemble. Alors, peut-être commencer par revenir sur le pourquoi de cet atelier. Alors, voilà, ça c'était
L'équipe d'animation, et alors puisque j'en étais au remerciement, on peut passer à la slide suivante. Voilà, je tenais à remercier donc tous ceux qui ont participé. Et ce qu'il est important de souligner, c'est la composition très diverse de notre atelier de ce matin, hein, par rapport aux écoles participantes, une diversité dans leur statut, dans leur catégorie, et donc dans leur représentation de ce que sont les membres de la conférence des grandes écoles. Souligner aussi que certains de ces participants incarnaient également des réseaux d'écoles et que nous avions également des représentants des associations des professeurs de CPGE, ce qui est très important pour la richesse de nos débats. Alors, peut-être commencer par donner en introduction le pourquoi de cet atelier, ce qui nous avait poussé à proposer ce sujet-là. Eh bien, c'est d'abord et avant tout parce que depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, nous vivons une transformation, une mutation très importante de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et donc, il était intéressant que nous partagions nos visions, que nous partagions peut-être aussi la façon dont nous vivons ces transformations, ces évolutions sur nos territoires également, à l'échelle nationale, mais aussi sur nos territoires. Et donc, voilà, le point d'entrée était ce questionnement sur la façon dont on percevait ces reconfigurations territoriales dont on parle beaucoup, et ouvrir donc le débat en 3 séquences que je vais vous donner tout de suite. Une première séquence qui visait à poser la question de comment caractériser le SR actuellement et quel positionnement les grandes écoles y occupent. Un second volet plus focalisé sur les écoles, avec le souhait de distinguer les éléments de singularité des écoles, que ces écoles peuvent faire valoir aujourd'hui, et puis terminer par des propositions. Alors avant de commencer, pour nous mettre en jambes, nous avons ouvert l'outil WooClap, de façon à ce que chacun, en quelques mots clés, les mots les plus importants, qui lui semblaient les plus importants, exprime finalement, voilà, quand on pose la question, quelle place pour les grandes écoles dans un ESR en mutation, qu'est-ce qui venait à l'esprit. Et bien, par rapport à la présentation d'Ipsos qui vient d'être faite, eh bien, le mot excellence ressort, donc c'est au moins un point commun que nous avons avec le grand public. Nous avons fait ressortir le mot excellence. Et puis, le mot international ressort de façon assez forte également. Et ensuite, on a un nuage d'un très grand nombre de mots. Alors, ça peut paraître surprenant, et en même temps, c'est probablement parce que nous avons énormément de choses à dire sur ce que sont les grandes écoles et ce qu'elles font, et que dans cette grande diversité et cette volonté d'exprimer ce que nous sommes, eh bien finalement, on a un nuage extrêmement important de mots. Peut-être une petite surprise, c'est que le terme de site ou de territoire n'est pas forcément ressorti de façon aussi forte que l'on aurait pu l'imaginer, en tout cas lorsqu'on a préparé cet atelier. Donc je vais commencer par rendre compte de cette première séquence qui visait à exprimer le positionnement des grandes écoles aujourd'hui dans l'ESR. Le suivant, je ne sais plus ce que c'est, le slide suivant. Voilà, oui. Alors, nous avons débattu un grand moment. Alors peut-être dire, ce qui est intéressant de dire, c'est que finalement, même si on a proposé 3 séquences, on a eu un certain nombre de propos qui finalement concernaient la première séquence, mais également la seconde, et donc finalement une imbrication assez forte entre nos temps de réflexion. On a reclassé les choses pour cette présentation, mais finalement les débats ont été très ouverts, très riches et très divers finalement sur l'intégralité de ces 2 heures et demie que l'on a passées ensemble.
Alors d'abord, il est ressorti une très grande diversité des positionnements institutionnels des écoles dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a évoqué les COMU, les EPE, mais finalement, les grandes écoles sont les unes les autres positionnées de façon très diverse institutionnellement. Et puis, cette diversité, elle est aussi corrélée à la nature et au statut des écoles. En particulier, on fait une distinction importante entre les écoles d'ingénieurs relevant en particulier du MESR, et puis les écoles de management qui peuvent être plus de statut privé. Ce qui fait que finalement, les perceptions de l'évolution de l'ESR actuellement ont été contrastées. L'expression a été contrastée, en particulier dans les relations avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur. Il ressort un intérêt partagé, certain, pour le rapprochement des différents acteurs au sens travail collaboratif, coopération, mais pas nécessairement de façon institutionnelle. Ce qui fait ce qui explique pourquoi on a assez vite peut-être mis de côté les questions très institutionnelles de regroupement. Il a été également évoqué que la qualité des relations et des interactions, et peut-être leur efficacité aussi, était proportionnelle au niveau d'acculturation entre les acteurs. Il était important de se connaître mutuellement, de se reconnaître et de se respecter pour avoir un dialogue constructif et construire du commun, favoriser ce commun à tous les niveaux, cette connaissance mutuelle, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'administration, au niveau des équipes pédagogiques. C'est quelque chose qui est ressorti de façon extrêmement forte. Mais on observe, il apparaît une distinction entre les acteurs, il a été soulevé une distinction entre les acteurs qui avaient tendance à se flouter aujourd'hui. Que ces rapprochements, on évoque quelquefois des situations d'hybridation, eh bien, avaient tendance à flouter les périmètres, les frontières, et donc rendre quelque chose qui se veut plus visible, finalement plus complexe et plus difficile à comprendre. Également, dans le cadre de ces partenariats, des relations avec les acteurs universitaires en particulier, qui apparaissent, dans un certain nombre de cas, trop personnes dépendantes, avec l'inquiétude, évidemment, de ne pas avoir quelque chose qui dépasse les personnes en poste au moment où on les construit. Également, une forme d'incompréhension, je reviens sur la nécessité de connaissances mutuelles, une forme d'incompréhension, dans un premier temps, parce qu'on se connaît mal, et puis parce qu'on a également des représentations. On vient de l'illustrer au travers de cette enquête Ipsos. Il y a des représentations de ce que sont les grandes écoles, de ce qu'elles font, qui rendent la coopération, dans un premier temps, difficile. Et certains ont même exprimé le sentiment que les grandes écoles étaient mal aimées. Et ceci dans tout leur système, c'est-à-dire que lorsque il a été exprimé ce sentiment d'être mal aimé, c'est aussi, ça incluait aussi les CPGE. C'est le système CPGE, grandes écoles, qui apparaissait comme mal aimé. Et puis finalement, un système qui, ça a été repris à plusieurs reprises, qui manque de lisibilité, qui peut être renforcé par l'irruption de nouveaux acteurs aujourd'hui, on vient de l'évoquer, qui sont également mal identifiés, qui ne sont pas membres de la conférence des grandes écoles et qui introduisent bien de l'incompréhension, un manque de lisibilité, notamment vis-à-vis du grand public et des usagers, avec la crainte que cette lisibilité floutée, eh bien, elle touche également de plus en plus les entreprises. Alors, notre proposition, je vais le faire par séquence, notre proposition sur cette première séquence, eh bien, c'est de positionner le nom Conférence des grandes écoles, CGE, comme une marque
qui attestent de la qualité et des valeurs des établissements membres. Sur la seconde séquence, nous avons travaillé à ces éléments de singularité des grandes écoles que nous pouvions faire valoir dans l'enseignement supérieur et de la recherche actuellement. Alors, plusieurs éléments sont ressortis, des éléments d'organisation, notamment au niveau de la gouvernance, mettant en avant notre agilité, notre capacité à nous adapter, notre capacité d'innovation également, à la fois dans nos évolutions d'organisation, mais aussi dans notre formation et dans nos activités de recherche. Une qualité forte en termes d'accompagnement de nos étudiants, qui est vraisemblablement facilitée par la taille de nos écoles et la mobilisation constante des équipes de direction et les équipes pédagogiques, mais également grâce à l'apport de la vie associative extrêmement dense et riche dans nos écoles, qui joue également un rôle fort dans l'accompagnement des étudiants à leur arrivée dans une école. Nous traduisons cela par une très grande attention au bien-être de nos étudiants et à une forme de bienveillance qui leur permet d'arriver à la réussite. Un point important qui nous semble nécessaire de réaffirmer, c'est que nos formations sont nourries par la recherche. Nous avons la capacité de délivrer des enseignements de manière holistique, avec des cursus de formation de plus en plus internationalisés. On comprend pourquoi le mot international était ressorti de façon aussi forte dans notre nuage de mots. Et puis, une capacité d'innovation également dans tous les champs de nos missions, qui peut faire de nous des catalyseurs, des démonstrateurs, des locomotives peut-être, pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc, au-delà de ces singularités, en conclusion, tous les participants ont insisté sur les besoins de construire sur les nombreuses bases communes existantes avec les autres acteurs et d'utiliser nos singularités non pas comme des barrières, mais comme des ponts. Ne pas nous positionner avec des éléments de défense, mais de considérer que ces singularités sont des éléments de coopération possibles. Conclusion, on a eu le souhait d'exprimer le fait que les grandes écoles sont des pionnières sur un certain nombre de sujets. Elles peuvent, doivent même, essaimer auprès des autres acteurs, jouer ce rôle d'entraînement, de locomotive que j'ai déjà évoqué. Donc la proposition qui est faite, c'est de plus communiquer encore au sujet des grandes écoles, auprès des différents publics, donc tout public, bien évidemment auprès des jeunes publics, des futurs étudiants et de leurs familles, mais aussi au niveau des territoires et notamment auprès des collectivités qui s'intéressent bien évidemment à l'enseignement supérieur sans véritablement en connaître la diversité et sans forcément nous connaître très bien. Et puis la troisième séquence, voilà, où on a posé la question de ce que la CGE pouvait porter pour le compte de ses membres vis-à-vis de ces mutations actuelles de l'ESR. Alors, peut-être à ce stade de conclusion, en quelque sorte, puisque c'était notre troisième séquence, j'ai envie de revenir sur le constat que finalement nos débats n'ont pas porté autant qu'on pouvait l'imaginer sur des questions institutionnelles, sur des enjeux institutionnels, mais plutôt sur des enjeux identitaires et de positionnement. Alors je nuance, nous étions trentaine de participants. Bon, c'est cette trentaine de participants qui a produit ces conclusions. Mais pour ma part, j'ai été un peu étonnée que les questions institutionnelles ne prennent pas finalement plus de place dans nos débats et que ce qui nous a beaucoup animés, ce sont ces enjeux identitaires
et de reconnaissance du positionnement des grandes écoles dans l'enseignement supérieur. Et une troisième proposition, alors on a fait une sélection de propositions, une troisième proposition, plus à l'intention de la CGE, est de développer plus encore des productions intellectuelles disponibles pour les membres, de sorte que chacun d'entre nous puisse les utiliser en différentes occasions dans le cadre des différents partenariats que chacun peut nouer. Et donc, cette production, on la met au service de la connaissance et de la reconnaissance de l'écosystème des grandes écoles. Voilà, en quelques mots, ce que nous avons partagé ce matin. Et je remercie encore infiniment chacun des participants parce que chacun a véritablement contribué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour cette mise en perspective et ce travail autour des singularités qu'il faut continuer à cultiver dans un environnement qui est peut-être moins lisible qu'il l'était autrefois, mais ces singularités, on en retient que ce sont des passerelles et des points d'appui à activer vers le reste de l'écosystème et que ce sont finalement des marqueurs un peu identitaires au-delà même d'être des marqueurs institutionnels. Merci beaucoup. Je vais remercier également Isabelle Laurenceau, évidemment, et Thomas Bossardo qui ont travaillé autour de Sophie. Je vais maintenant appeler Denis Guibard, qui nous appartient encore un peu, et c'est une superbe occasion de le retrouver. Denis qui a donc présidé la commission des DRS, donc qui était vice-président développement durable et responsabilité sociale pendant plus de 10 ans, et ancien directeur d'IMT Business School. Merci beaucoup, Denis, d'avoir finalement animé un groupe très intéressant et très important, cette fois-ci, sur la coopération des grandes écoles à l'heure de ces grandes transitions. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu me vieillis un petit peu, je n'ai pas été président de la commission pendant 10 ans, un tout petit peu moins, mais ça a été un vrai plaisir, j'y reviendrai. Donc notre atelier était sur la coopération des grandes écoles à l'heure des transitions. Ces grandes transitions, on les a évoquées, c'est bien évidemment la transition numérique, c'est la transition écologique, on aime bien rajouter sociale. Ces grandes transitions, elles sont systémiques. Elles sont transdisciplinaires et donc elles nécessitent aussi, pour répondre aux enjeux qu'elles portent, des approches systémiques et transdisciplinaires, y compris du côté de nos grandes écoles, nous qui formons les acteurs, les futurs cadres des entreprises qui auront des leviers importants pour faire face à ces enjeux et faire en sorte que ces grandes transitions se fassent de la manière la plus responsable possible. Alors, les grandes écoles, nous tous, nous faisons déjà beaucoup de choses en la matière. Les coopérations, c'est quelque chose que nous avons au quotidien, que ce soit à l'intérieur des écoles d'ingénieurs, des écoles de managers. Vous voyez que le groupe a travaillé avec un échantillon, je ne sais pas s'il est représentatif, je ne sais pas s'il a été fait selon la méthode des quotas, mais il y avait un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, un certain nombre d'écoles de management, un certain nombre d'autres écoles. Je ne sais pas s'il ne faut pas qu'on trouve une autre appellation pour cette catégorie d'écoles qui sont ni ingénieurs ni managers. Et sur les quotas, par contre, question parité, c'était pas terrible. Mais ça, c'est un sujet assez général dans notre communauté. Donc, si je reviens aux grandes transitions et à leur aspect systémique et aux nécessités de les aborder dans la coopération et de façon transdisciplinaire, ce que je disais, c'est qu'on le fait déjà tous. On a plein de coopérations avec d'autres acteurs. Le plus classique, c'est éventuellement entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de managers ou dans les écosystèmes locaux. Mais en cette année presque olympique, ou à quelques mois en tout cas des Jeux Olympiques de Paris, je ne résiste pas à l'idée de dire que la célèbre devise Citius Altius Fortius s'applique aussi à nous dans le domaine de ces collaborations pour aller plus vite, plus haut, plus fort, au bénéfice de ces grandes transitions vers un monde plus responsable et plus désirable. C'était le sens, je pense, de notre atelier de ce matin. Et alors, je ne sais pas si j'ai pas la petite machine pour les... Voilà. Nous aussi, on avait un WooClap, et ça a donné ceci sur la première question qui était quels sont les thèmes de collaboration que les participants à l'atelier ont aujourd'hui avec des partenaires de tout type. Partenaires de tout type veut dire que ce n'est pas limité aux collaborations entre institutions académiques, entre grandes écoles ou même avec des universités. Et on était focalisé sur nos grandes transitions. D'une certaine façon, sans surprise,
le mot intelligence artificielle, qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui, apparaît au centre comme le plus important, y compris avec des déclinaisons, puisqu'on a aussi un IA un peu plus petit en dessous. Au passage, on a eu un débat intéressant sur l'algorithme qui a permis de fabriquer ça, hein, mais on ne se rêvait pas, il y avait un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, mais ça ne fera pas partie des minutes. Et donc on voit effectivement l'intelligence artificielle au centre. Hein. On voit aussi apparaître comme deuxième composante le carbone. On était en train de parler de transition écologique, donc le mot carbone apparaît. Mais au passage, il faut bien noter qu'il traduit une de ces restrictions que l'on voit régulièrement quand on parle de transition écologique, qui est cette espèce d'effet d'entonnoir qui fait qu'on ramène développement durable à environnement, environnement à changement climatique et changement climatique à carbone. La transition ou la transformation écologique est bien plus vaste et bien plus large que ça. Et je crois que c'est un point de vigilance qu'on doit avoir extrêmement bien placé à la tête et dans nos actions. Le troisième élément qui apparaît, mais ça demande un peu plus d'analyse en profondeur sur l'ensemble de ces mots qui est là, c'est la question de l'inclusion et de la diversité, et puis celle des territoires et de l'ensemble des environnements économiques dans lesquels nos grandes écoles interviennent. Le deuxième OUCLAP, si on peut avancer au slide suivant, c'était presque la même question, mais en se restreignant aux thématiques et aux domaines de collaboration entre les grandes écoles. Et là, on voit quand on se resserre sur nous-mêmes, qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus classique, hein, avec des termes et des thèmes qui sont beaucoup plus liés à nos missions premières, nos missions fondamentales de grandes écoles, et avec un petit peu moins de diversité, hein, et sans faire apparaître de grosses ruptures, je dirais, dans les perspectives et le fonctionnement et l'activité de nos grandes écoles, avec toutefois un point à noter qui demeure l'importance de la notion de territoire et d'écosystème local. Et puis, on avait un troisième OUCLAP, qui est celui, si on peut avancer au slide suivant, qui a généré le plus de réponses, voilà, hein, et le plus de termes, qui est l'identification des partenaires, des acteurs de toute nature avec lesquels les différentes grandes écoles membres du groupe de travail collaborent. Et on voit, je dirais que ce n'est pas une surprise, compte tenu de la nature même de nos établissements et de la nature même de la conférence des grandes écoles, de voir que le terme qui apparaît au centre très fortement, ce sont les entreprises. Et après, on a une multiplicité d'acteurs, hein, mais là encore, on retrouve l'importance du local et du territoire au travers des différents mots. On voit aussi, c'est peut-être lié un peu au tropisme et à l'histoire de la CGE, on voit que certaines grandes écoles d'ingénieurs sont citées, si vous cherchez bien dans les 90 mots qui sont là, mais pas d'école de management ou pas d'autres écoles. Hein, il y a juste le mot école de management qui apparaît quelque part. Donc c'est un point qui me paraît important à noter, notamment par rapport à l'importance des grandes transitions et au fait qu'il ne faut pas oublier qu'à côté des 130 ou 140 écoles d'ingénieurs, il y a aussi une centaine d'autres écoles dans la conférence des grandes écoles. Et puis, pour parler de la conférence des grandes écoles et des autres instances un peu institutionnelles, hein, CDEFM, CDFI, etc., on voit que ces institutions, à commencer par la nôtre, apparaissent en tout petit à la périphérie et qu'on est beaucoup plus sur des dispositifs de collaboration, en tout cas tels que c'est ressorti de cette analyse, dans le territoire qu'au niveau des instances nationales. Donc ça, c'était notre icebreaker pour nous échauffer et commencer à travailler. Ensuite, on avait 3 questions, 3 sujets à aborder, qui étaient quelles sont les thématiques de collaboration ou de coopération que l'on souhaite renforcer entre les écoles, et puis quels sont les freins et les leviers à ces collaborations, à ces coopérations, et sur quel levier s'appuyer et quel frein lever pour aller plus vite, plus haut, plus fort. Le premier point qui est apparu, je ne sais pas si c'est listé dans les slides, mais je vais vous l'évoquer directement, c'est de dépasser, de sortir des schémas classiques, de sortir de notre zone de confort. On a beaucoup l'habitude de collaboration, alors éventuellement entre écoles de même catégorie, voire en réseau, mais aussi d'écoles de fonctionnement entre écoles de management et écoles d'ingénieurs. Il faut, et c'est ce qui est ressorti de nos échanges, dépasser ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ces collaborations, bien évidemment, mais être multi-acteur, passer du bilatéral au multilatéral, embarquer, qui sait, une école de sciences politiques, une école de design, pour avoir là aussi des programmes et des approches également en recherche plus riches.
Et ça, c'est le premier point qui est apparu. Le deuxième point qui est ressorti très fortement, c'est ça a été exprimé sous la forme mettre le citoyen au cœur du dispositif. Derrière le citoyen, je pense qu'on peut entendre la société civile, l'ensemble des acteurs. Donc ça peut être le citoyen individuel, ça peut être les collectivités locales, ça peut être des associations, ça peut être, y compris dans les associations, nos associations de diplômés ou nos associations étudiantes internes aux écoles, pour les faire être des acteurs là aussi de nos collaborations pour nos travaux de recherche, nos travaux et nos programmes d'enseignement. Et puis, on a vu que sur le troisième WCLAP, le mot entreprise était vraiment central, mais peut-être est-il temps pour nous aussi, et je pense que ce sera un sujet qui reviendra dans nos discussions, peut-être de revisiter un petit peu nos liens et nos relations avec les entreprises. Alors, on a identifié un certain nombre de freins et de leviers. Il y a beaucoup plus de leviers que de freins, je vous rassure. Alors, je vais commencer par les freins. Un premier point qui a été évoqué quand on veut embarquer notamment dans nos formations, les sujets de transition, qu'elles soient numériques ou écologiques, c'est la densité des programmes existants aujourd'hui et comment on fait pour intégrer cette dimension supplémentaire sans forcément enlever les dimensions qui existaient déjà. Et ce qui veut dire qu'il faut sans doute réfléchir à la construction et au contenu de nos programmes et sans doute également à nos modalités pédagogiques pour pouvoir combiner les deux. Et puis, il y a un deuxième frein important, souvent évoqué dans les possibilités de collaboration et de coopération entre les écoles de la CGE et voire aussi avec les partenaires externes, mais la question a été surtout soulevée dans les relations entre écoles de la CGE, c'est la diversité de nos modèles économiques, de nos statuts, de nos modes de gouvernance, qui font que, au-delà de l'intérêt d'une coopération sur un sujet donné, les modalités pratiques, les modalités organisationnelles, les modalités de gouvernance, voire les modalités financières, peuvent être un frein au développement de ces collaborations. Et puis, le troisième point, quand on aborde ces grandes transitions, ces dimensions de trans ou de pluridisciplinarité et de collaboration entre écoles, c'est la façon dont elles peuvent ou non être valorisées dans ce qui est quand même aussi le quotidien de nos établissements, ou en tout cas un élément important, que sont les classements, la façon dont les médias nous voient. Et on pourrait y ajouter, même si le mot n'a pas été évoqué dans notre atelier, les accréditations, et comment ces éléments de transition, ces éléments de coopération peuvent être mieux valorisés, mieux pris en compte et ne plus être un éventuel frein quand il s'agit de mobiliser des ressources au sein de nos établissements pour y travailler. Voilà. Et derrière, à partir de tous ces éléments-là, on a été extrêmement créatifs. Dans le sondage, il était marqué que les grandes écoles de l'analyse Ipsos manquaient de modernité et d'innovation. Nous, on a été modernes et innovants, je pense, vous allez voir. Et alors, elles ne sont pas toutes là, puisque le groupe a quand même fait 17 propositions d'action au niveau de la CGE pour développer les coopérations et aider le développement des coopérations entre les grandes écoles de la CGE. Alors, la première, qui peut être vue comme relativement classique et qui a déjà été formulée d'une certaine façon, c'est de cartographier et de diffuser les expertises et compétences dans les écoles membres pour permettre à l'ensemble des écoles d'avoir cette visibilité, et pas qu'aux écoles, à l'ensemble des partenaires potentiels qui voudraient développer des collaborations avec nous, avec une ou plusieurs écoles de la CGE, de connaître ce que nous savons, ce que nous pouvons faire et qui, au sein de notre collectif, peut le faire. Donc ça, c'était... Alors, les propositions ont un numéro, mais ce n'est pas forcément un ordre d'importance ou un classement que le groupe aurait fait. C'est un petit peu la façon dont elles ont été, l'ordre dans lequel elles ont été formulées et la façon dont on a pu très rapidement les mettre en forme sur les transparents. Donc si on peut passer à la deuxième. En plus, je découvre avec vous l'ordre dans lequel elles ont été mises. La deuxième proposition, c'est de générer des chaires partagées et labellisées par la CGE. Donc là, par une action poussée, portée et labellisée par la CGE, d'avoir ces chaires de recherche partagées entre établissements. Il existe déjà des chaires partagées entre plusieurs établissements. Là, l'idée, c'est d'aller là encore plus loin et éventuellement en partant notamment de ce qui peut être fait au travers de la proposition numéro 1, d'aller susciter ces chaires entre différentes écoles de la CGE qui jusqu'ici ne collaboraient pas forcément directement. La troisième proposition, faire un speed dating. Faire un speed dating des directeurs d'école
et directrice, au plan territorial, pour faire en sorte que ces écoles se rencontrent, ces dirigeants d'écoles se rencontrent et puissent échanger sur les possibilités de collaboration autour des transitions pour construire des projets communs. Ça peut nous renvoyer aux chaires qu'on évoquait précédemment, ça peut aller vers des programmes d'enseignement, ça peut aller sur des choses beaucoup plus structurantes encore, et donc d'avoir un lieu, un format d'échange ramassé, permettant à chacun d'exprimer ce qu'il peut proposer et ce qu'il cherche aussi dans une relation avec d'autres grandes écoles de la CGE. La quatrième proposition serait, et ça rejoint un des points, je pense, qui était évoqué dans les propositions du premier atelier, pour notamment contribuer à la notoriété de la CGE et montrer qu'elle a des contributions intellectuelles au débat scientifique et au débat plus grand public sur les grandes transitions qui sont à l'œuvre, d'organiser un colloque tous les 2 ans. On n'est pas obligé de mettre un E à biennale dans ce cas-là, de recherche et de vulgarisation sur les transitions, mais un colloque qui soit un colloque à haute valeur scientifique, qui soit international, qui ne soit pas simplement un colloque tourné vers nous-mêmes, ouvert au grand public et qui serait donc récurrent, permettant ainsi d'asseoir la conférence des grandes écoles dans son ensemble et pas simplement chaque école de notre collectif dans cette dynamique de contribution aux transitions, aux grandes transitions de la société. La 5e proposition, c'est de définir une position, je ne vais pas vous la proposer maintenant, de la CGE sur des grandes questions qui se posent autour des transitions, et notamment autour de la transition écologique. Il y a la question récurrente de comment on rend croissance, au sens croissance économique, et transition écologique compatible ou pas. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense que tous ensemble dans la salle, on n'a pas forcément le même point de vue, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très facile à obtenir, d'avoir une position de la CGE sur cette question. La 6e proposition, c'est d'avoir une position de la CGE sur les classements au sens global du terme, au regard des transitions, sur la façon d'intégrer les questions des grandes transitions numériques, et écologiques et sociales dans les différents classements. Et on pourrait aussi, même si c'est déjà peut-être plus avancé, le faire sur les accréditations nationales et internationales. Et puis la 7e proposition, ce serait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, pour y participer, la Convention des entreprises pour le climat. C'est une organisation, un dispositif de formation de dirigeants d'entreprises, que ce soit les PDG ou des cadres dans différentes fonctions, ce qui dure sur un certain temps, aux enjeux du climat. Et avec, à la fin de ce parcours, chaque entreprise, chaque participant prend des engagements sur l'amélioration de l'impact que sa structure a sur le climat. Et notre proposition, ce serait de faire une convention des écoles pour le climat et la biodiversité, pour justement échapper à la réduction développement durable égale climat, pour former les équipes dirigeantes de nos écoles et à la suite, sur le même principe de ce parcours, que chaque école, chaque équipe dirigeante prenne des engagements au bénéfice du climat et de la biodiversité, et bien sûr qu'un an après, on vienne voir les résultats. Voilà les 7 propositions que nous avons ressorties, et il me reste à vous remercier de votre écoute, remercier tous les participants à l'atelier, et puis un grand merci tout particulier à mes 2 complices, et notamment à Gérald, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler dans cette commission développement durable pendant toutes ces années. Moi, je vous dis au revoir, puisque c'était ma dernière intervention devant la CGE. Longue et belle vie à la CGE, et merci à tous. Merci infiniment, Denis, pour ce travail de restitution mené en collaboration avec Gérald de Majou de la Débuterie. On en a parlé à l'instant, qui a beaucoup été évidemment autour de nous ce matin, et Foucault Kneus, puisque tous les deux nous ont littéralement enserrés pour nous rendre productifs de ces nombreuses propositions, parmi lesquelles nous en avons retenu que 7. Donc en tous les cas, une volonté très claire de réaffirmer effectivement que la conférence des grandes écoles, ce sont 250 institutions,
pluridisciplinaires, dans des champs d'excellence différents, et donc capables de travailler plus en écosystème encore entre eux et de porter des projets transversaux plus ancrés encore sur les grands leviers de transformation auxquels fait face notre environnement économique et plus généralement notre société, et dans lesquels, évidemment, nos étudiants et jeunes diplômés sont plongés et seront plongés demain. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter donc Isabelle Rouen à nous rejoindre. Isabelle Rouen est administratrice de la CGE. Elle est représentante du collège entreprise, car la CGE, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des écoles membres des établissements de formation et de recherche, mais ce sont aussi des partenaires entreprises, en raison même de l'identité et de l'ADN auquel nous faisions référence tout à l'heure. Et au titre de ses fonctions, évidemment, Isabelle siège en tant que représentante donc, de l'OPCO Atlas et de Syntec Conseil. Et ce matin, elle a co-animé et elle a co-encadré les réflexions du dernier atelier avec Marc Sago sur justement les grandes écoles et les entreprises demain. Merci Tamim, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je vais moi aussi commencer par remercier mes deux complices, Marc Sago et Marie Salvant, qui ont co-animé l'atelier avec moi. On était une trentaine de participants, d'écoles assez diverses, peut-être passer au slide suivant, mais voilà, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des membres du collège entreprise. On avait un élu, on avait quelqu'un de la CCI. Donc du coup, l'idée était effectivement de balayer un petit peu large pour couvrir ce thème stratégique qui est la relation entre les écoles et les entreprises. Ce à quoi on a abouti, on est déjà parti d'un constat, on a fait le WooClap comme les autres groupes, et en fait les mots qui sont ressortis dans le WooClap, c'est des mots très positifs, donc ça c'est chouette. Pour caractériser la question, c'est comment est-ce qu'on voyait les relations entre les grandes écoles et les entreprises demain. La confiance, le partenariat, les compétences sont arrivées très très loin en tête. Bien sûr la dimension apprentissage qui est peut-être le premier point de contact ou de lien entre entreprises et grandes écoles, mais pas que, et on a vraiment fait un effort aussi pour pas toucher que à l'apprentissage. On a parlé des stages, on a parlé des chaires, on a parlé des fondations, on a parlé de plein de choses pour arriver à toucher tous ces domaines, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment confiance et partenariat, les mots qui sont ressortis en majeur. Pour passer au slide suivant, en fait, sans tomber dans la psychothérapie de groupe, on a fait un petit tour de table un peu de chacun ce qu'on voyait sur les défis aujourd'hui qu'il fallait adresser dans cette relation école-entreprise. Et ce qu'on voit et ce qui est ressorti vraiment de manière très forte, c'est déjà une rupture générationnelle qui peut y avoir entre les diplômés / les étudiants et les managers qui vont les encadrer en entreprise. C'est pas forcément le même monde, c'est pas la même génération. Et ça donne que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, et ça engendre dans un marché de plein emploi une volatilité des étudiantes qui est incroyable. Il y a des taux de plus de 20% des contrats d'apprentissage qui sont rompus du fait de l'étudiant pendant la période d'apprentissage. Et ça, c'est un phénomène qui est complètement nouveau et qu'il faut prendre en compte et qui complexifie la relation entre entreprises et grandes écoles. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en post-Covid, avec l'essor du télétravail, ça rend aussi l'expérience du diplômé dans l'entreprise très très complexe quand il est en apprentissage. Concrètement, son maître d'apprentissage, il est en télétravail 2 jours par semaine. Le diplômé, enfin l'étudiant, pareil, il ne se croise pas forcément le même jour. Et du coup, pour transmettre quelque chose, en visio, ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Donc là-dessus, il y a un défi à adresser. Et ce qu'on voyait aussi, c'est que il y a potentiellement une inversion sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est dans du plein emploi, mais on voit quand même que ça fléchit un peu. Et on se posait la question de se dire qu'est-ce que ça allait impacter si le rapport s'inversait. On s'est aussi dit, en fait, qu'il y avait quand même des missions qui étaient importantes dans cet échange-là entre entreprises et grandes écoles. Et sans tomber dans la philosophie, c'était de se dire qu'en fait, on a une nécessité de rapprocher les femmes et les hommes. On a une nécessité de se poser collectivement la question de qu'est-ce qui fait société aujourd'hui entre nous. Parce qu'on parle à des humains, on parle à des gens, et pas simplement à des entités juridiques. Et donc, ça nous a paru être vraiment un des moments de défi importants à relever. Slide suivant, en fait, on s'est aussi interrogé sur ce qui nous rapproche, nous les entreprises et nous les grandes écoles. Et en fait, il y a 3 mots qui sont ressortis. J'appelle ça enfin, c'est pas moi qui l'appelle les 3C, mais ça a été très brillamment résumé par quelqu'un du groupe, donc je repompe, il a un copyright. Mais je vais reprendre ce qu'il a dit. Confiance, compétence, co-construction. Et je crois que c'est vraiment les 3 mots-clés qui sont revenus le plus possible. Si on veut que ça marche et pour que la mayonnaise prenne entre entreprises et grandes écoles, c'est vraiment par ces 3 dimensions-là, confiance, compétence, co-construction, qu'on peut arriver à faire quelque chose qui progresse et qui aille dans le bon sens.
Ensuite, ce qui nous a motivés à échanger, on est parti sur des constats extrêmement pragmatiques, et c'est dans le slide suivant. Et il y a 2 constats très pragmatiques qui sont ressortis et que je voudrais vous partager, et qui sont en fait des facteurs clés de succès qu'on a, nous, pu identifier et qui permettent d'améliorer cette relation et ce lien vertueux entre entreprises et grandes écoles. Le premier, c'est un partage de bonnes pratiques, et un partage de bonnes pratiques concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 mondes, ils se parlent, mais ils ne se parlent pas forcément très souvent. Ils ne se parlent pas toujours au bon niveau. Donc, il y a des liens entre, au sein des conseils d'administration, entre les écoles et les entreprises, mais il n'y en a pas forcément dans le monde académique. Les enseignants-chercheurs sont peut-être pas assez au contact des entreprises. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait nécessité de recréer des espaces communs, déjà physiquement, en essayant de partager les mêmes locaux, c'est-à-dire d'inviter les entreprises dans les espaces des écoles et inversement, d'avoir les écoles qui puissent se déplacer dans les espaces des entreprises. Et au-delà de ça, de faire des immersions, de faire des vies ma vie, avec des logiques, ça se fait beaucoup à l'international, des logiques de résidence réciproque, en fait, d'immersion, qui peuvent être faites pendant une année sabbatique ou pendant un moment un peu plus long, avec un académique qui part en entreprise pour un certain temps, éventuellement avec un projet de recherche financé par l'entreprise, ou inversement, des collaborateurs d'entreprise qui peuvent aller passer du temps en école, délégué au sein d'une école. C'est un bon moyen, en fait, pour créer des liens très concrets entre les 2 mondes. Et ce qui est aussi ressorti à plusieurs moments de la conversation, c'est qu'un des points qui faisait que la relation était vertueuse entre entreprise et école, c'est quand il y avait en fait une synergie de 3 acteurs au sein du monde de la grande école. Et ces 3 acteurs, c'est l'école elle-même, son réseau d'alumni et sa fondation. Et en fait, quand les 3 jouent collectif, on se rend compte que la façon d'embarquer les entreprises, elle est beaucoup plus efficiente, parce que s'ils ne rentrent pas par l'école, ils peuvent rentrer par les alumni. S'ils ne rentrent pas par les alumni, on peut les rattraper par la fondation. Donc là, il y a là effectivement quelque chose de très vertueux. Et ensuite, le dernier point qui est ressorti, alors je ne sais pas si c'est un facteur clé de succès ou un défi à relever, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un sujet sur le financement de l'apprentissage qui aujourd'hui est très porté par les grandes entreprises qui s'occupent du reste à charge et beaucoup moins par les TPE, PME et ainsi de suite. Et ça crée quand même une dépendance, et ça fait aussi qu'aujourd'hui, on n'embarque pas toute une partie du maillage économique de notre société, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur les grands groupes, alors les 5 fantastiques employeurs d'étudiants issus d'ingénieurs, donc les Airbus, les Thales, les Safran. Pour les écoles de commerce, ça va être les L'Oréal, les LVMH et ainsi de suite. Et en fait, si on se concentre que sur ces big compagnies et ce top 10, on écarte toute une partie des employeurs, futurs employeurs des diplômés, qui sont les PME, les TPE, les ETI. Et il y a une nécessité à aller embarquer ces gens-là, et déjà par le financement de l'apprentissage. Après, ce qu'on a voulu faire, et je vous engage à passer peut-être au slide suivant, c'est qu'on a formulé une dizaine de propositions. Et je vais vous en présenter 5, et pour le coup, elles sont hiérarchisées. C'est-à-dire qu'on a, sur les 10 propositions, on en a retenu 5 qui ont eu le plus de suffrages parmi, alors on était 25 votants à ce moment-là. Et l'idée, c'était de vous présenter ces 5 propositions qui sont des trucs très concrets, puisque l'idée, là encore, était de permettre à la CGE de ressortir de cette matinée avec des choses qui soient vraiment très actionnables. La première proposition qui est ressortie, c'est de favoriser le dialogue entre école et entreprise, notamment sur la question des compétences dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volatilité très nette des compétences techniques. Là où elles avaient une durée de vie de 20 ans dans les années 70, elles ont une durée de vie entre 12 et 18 mois. Donc, ça impose d'avoir des possibilités de se former, de se reformer tout au long de la vie, de façon à rester à la page. Et une des membres du groupe de discussion ce matin a insisté sur le fait qu'il fallait penser global. Que finalement, au sein des écoles, il y avait souvent des silos entre la formation initiale d'un côté et la formation continue de l'autre. Et que c'était un peu dommage parce que sur ce sujet de question des compétences et de formation tout au long de la vie, en fait, ça mériterait d'être pensé de manière globale, de manière désilotée pour adresser le point. Et il y a un vrai sujet, effectivement, pour rentrer mieux dans les entreprises en prenant en compte ce sujet de la formation continue. Deuxième proposition, c'était de développer les liens avec les réseaux professionnels. C'est hyper compliqué et je pense qu'on s'en rend compte dans l'expérience que moi je peux voir de ma courte participation à la conférence des grandes écoles, puisque ça fait à peine un an que j'ai rejoint, mais pour embarquer des entreprises en tant que telles, c'est pas si simple que ça. Et en fait, finalement, un des points de relais, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur des réseaux.
Je parle des branches, je parle des fédérations, je parle des OPCO, je parle également des conférences régionales des grandes écoles avec lesquelles la CGE n'a pas forcément de lien, on va dire, hiérarchique. Donc ça peut être pas simple à mettre en place en termes de modalités. Et puis là, je vais prendre ma casquette de l'OPCO Atlas que je représente au sein de la conférence des grandes écoles. Mais enfin, l'idée est de se dire, s'il y a une complexité à aller chercher les entreprises une par une ou 10 par 10, aller les chercher à partir des réseaux, c'est un bon moyen en fait de taper fort, vite et de manière très exponentielle. Troisième proposition, je veux bien le slide d'après, c'était de développer la connaissance mutuelle entre écoles membres pour favoriser tout ce qui est hybridation des compétences. On a parlé beaucoup de compétences de savoir-être et de soft skills, on a parlé un peu de développement durable, moins que dans le groupe 1 bien sûr, mais c'est des sujets qui sont beaucoup revenus. Et sur ces compétences-là, effectivement, on se rend compte qu'il y a une nécessité d'échange entre écoles. Il y a des bonnes pratiques d'un côté et de l'autre, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et les autres types d'écoles. Et sur ces hybridations-là, il y a des possibilités de partenariat qui seront extrêmement bénéfiques ensuite pour avoir des talents qui sont employables en entreprise tout au long de la vie. Quatrième proposition, c'était d'inclure TPE, PME et ETI comme membres de la conférence des grandes écoles. Parce que là encore, finalement, les entreprises qui sont membres du collège d'entreprise, c'est beaucoup les grands groupes. Et si on veut avoir un maillage qui soit fidèle au tissu de l'économie française, aller chercher les groupes de taille intermédiaire, c'est vraiment important. Et là, l'idée, c'est de se dire, là encore, comme il y a un très grand nombre d'interlocuteurs à aller chercher, plutôt passer par des fédérations ou par des syndicats. Il y a par exemple le METI, qui est tout simplement le MEDEF des ETI, qui a un moyen d'aller chercher toutes les ETI, et puis s'appuyer sur les filières, sur les branches, sur les élus locaux. On avait un élu dans le groupe, et c'était vraiment à forte valeur ajoutée, parce que du coup, on voyait bien comment les territoires pouvaient jouer leur rôle dans cette histoire-là. Et c'est vraiment important, en fait, de se dire que quand on pense entreprise, et lien entre conférences des grandes écoles et entreprises, c'est pas que grands groupes, mais c'est vraiment tous les types d'entreprises, de façon à avoir un maillage qui soit vraiment représentatif du marché du travail et des débouchés pour les diplômés, pour les alumni. Et dernière proposition, c'était tout simplement de créer ou de recréer une commission entreprise au sein de la CGE. J'ai découvert qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y en avait plus. Donc c'est un peu compliqué d'adresser un sujet s'il n'y a pas d'espace de dialogue. Donc de se dire qu'on crée une commission à cet endroit-là, dont c'est la mission, dont c'est le mandat, c'est simple, c'est actionnable. Il y a d'autres endroits où c'est actionnable aussi au sein de la conférence des grandes écoles, puisqu'il y a un comité d'orientation stratégique, donc on peut tout à fait se dire que l'aspect relation entreprise peut être intégré au sein de ce comité. Et là encore, c'est de se dire que dans la commission entreprise, il n'y a pas que des grandes écoles, mais il y a aussi des gens du monde de l'entreprise, les branches, les OPCO et ainsi de suite, puisque c'est bien, c'est nécessaire, suffisant et nécessaire de pouvoir avoir tout le monde autour de la table. Voilà, j'espère que c'était synthétique et je vous remercie beaucoup. Merci infiniment Isabelle pour cette mise en perspective de ce dialogue qu'il faut continuer, approfondir, étendre, renouveler et un travail collaboratif encore plus fin sur ces sujets qui font finalement creuser la passerelle entre les entreprises et nos établissements. Merci infiniment. Merci à tous les trois d'avoir permis de mettre en valeur ce travail, à tous les dirigeants et dirigeantes d'établissements qui se sont impliqués ce matin dans ce temps un peu en conclave pour approfondir finalement les orientations qui avaient été dessinées et les rendre concrètes. C'est aussi la manière avec laquelle nous avons souhaité travailler pour ces assises.